Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur. Salut Polydomso. Regardez-moi cette coupe de cheveux qui est magnifique. On ne peut pas en dire autant de Big Rusty, mais bon. Bah après, toi, c'est fait main ou c'est par un coiffeur poli? Alors je suis pas allé chez le coiffeur depuis Oulala. Non, là c'est juste le peigne d'Allemagne, comme dirait Rabelais. Le matin, comme ça, et puis composé des 5 doigts et du pouce, ou des 4 doigts et du pouce, je sais plus. Petite référence littéraire pour ceux qui la capteront, donc voilà. Oh là là, c'est beau. Voilà, et puis Rusty, c'est tondeuse maison bien. Aujourd'hui, c'est moi-même, hein. Exactement, on s'intéresse aujourd'hui au combat que l'on veut voir en 2022. Il y en a pas mal, générique. Soit. Quel est le combat que vous souhaitez voir pour 2022? Je vais commencer avec une petite piste qui devrait faire plaisir à Polydomso. Gamrot versus Barnaoui volume 2. Oh ah ouais, en plus, je voulais parler de Gamrot, parce que Gamrot, il nous a fait quand même une année bien, mais complètement sous les radars pour le coup. Personne ne fait trop attention à lui. Il passe un peu, tu sais, sur le côté, tu vois, genre comme ça. Mais trois combats, 3 finitions en 2021, avec une adversité croissante. Il a terminé en battant un de mes chouchous de l'année dernière, Diego Ferreira, bon, qui malheureusement, lui, pour le coup, n'a pas eu trop de bol. Il s'est incliné contre Darius en speed décision, dans un combat qui a été tendu, mais bon, clairement à l'avantage de Darius, je vais pas mentir. Complètement. Il a fait un combat contre Guy Lesai où il s'est épuisé sur le premier round et il s'est fait terminer au deuxième. Et là, troisième combat, c'était un beau combat contre Gamrot qu'il a fait, avec beaucoup de renversements. C'est franchement, pour ceux qui aiment bien un peu le MMA de geek, j'ai envie de dire, sur des techniques qu'on voit pas souvent, je vous recommande de regarder ce combat parce qu'il est très beau. Pour toutes les mises au sol de Gamrot, ça devient vraiment il est vraiment bon quand même. Hein. Tu sais, les low singles qui passent, j'ai l'impression de voir Sakuraba, mais sous cure de testo, tu vois. Enfin, vraiment, il va très très vite et il est fini. Alors, il n'a pas le contrôle au sol encore, digne des plus grands. Je pense que c'est un peu la carte qui lui manque pour vraiment devenir un cauchemar, Gamrot. Néanmoins, il a cette capacité d'imbriquer ses tentatives de takedown avec une super vitesse et avec un striking qui, bon, n'est pas fantasmatique, mais qui est pas mal, quoi. Je veux dire, il cogne dur et il sait ce qu'il fait, donc c'est suffisant. Et de son côté, Ferreira avait de très bons scrambling, il se relevait tout le temps. Enfin, c'était un beau combat qui a été du coup arrêté sur blessure de Ferreira, j'ai l'impression. Et c'était d'ailleurs, je crois qu'il était. Alors, il a dit qu'il était déjà blessé, je crois, à la côte. Mais n'empêche que c'est vrai que ce finish, enfin, il est tellement opportuniste, mais dans le meilleur des sens du terme, Gamrot. Enfin, tu sais, c'est un peu comme. Oula, alors attention, la comparaison, ok. Mais c'est un peu comme Elon Musk, c'est genre. Non, mais attendez d'abord. Écoutez d'abord. En gros, tu sais, il prend un problème sans avoir regardé ce que les autres font d'abord et il fait avec ses propres solutions. Et le fait d'arrêter un combat sur une ouverture où ils sont contre la cage et dans le dos d'un mec, et lui, il va dire ah bah putain, il y a une ouverture pour mon genou. Et boum, il te pique un genou. C'était la première fois que je voyais vraiment un combat arrêté sur quelque chose comme ça. Et même des genoux dans cette position-là. Enfin, faut avoir le cerveau qui fonctionne d'une manière qui, je trouve, est un peu différente. Et du coup, c'est pour ça que Gamrot, effectivement, c'est vrai que c'est un peu un truc de geek parce qu'il est effectivement, bon, il parle un anglais. Par contre, c'est une belle leçon. Pour l'instant, un truc de geek. Ouais, et c'est une belle leçon justement pour tout le monde, je trouve. Et nous tous, hein, pour moi, ce serait l'allemand, tu vois, mais il parle pas bien anglais du tout, il fait n'importe quoi, mais il y va avec une confiance en lui qui fait que tout passe et j'adore. Franchement, c'est vraiment une belle leçon de vie, Gamrot au micro. Donc valider Gamrot, et puis oui, la question qu'on se pose bien évidemment, c'est aussi par rapport à Mansour Barnaoui. On attend depuis maintenant un petit moment son arrivée à l'UFC, n'est-ce pas, Polydomso? Ouais, moi j'attends et je me languis parce que c'est un moment quand même qu'on a envie de le voir. Ça fait plus de 2 ans, non, depuis sa victoire au tournoi. Sa victoire du tournoi, c'était il y a 2 ans, j'ai l'impression. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a une année qui est partie un peu en fumée, quoi. Je veux dire, elle a disparu, tu vois, mais on sait pas trop où elle est passée. Mais ouais, donc ça fait un moment et ouais, il a tellement de potentiel et surtout moi j'ai envie de le voir parce que à mon sens c'est un des rares qui apporte une réponse intéressante au style grappling heavy
chain wrestling de toute cette école dagestanaise, quoi. Enfin, pour ne citer qu'eux, il y en a d'autres qui le font, mais c'est eux les meilleurs, c'est eux qui sont en pointe. Tu vois, toute la team de feu, Abdul Manap, c'est eux qui sont en pointe dans cette, j'allais dire dans cette technologie, mais dans cette façon de faire, dans cette méta-là. mais en fait, c'est parce que moi, je fais souvent des comparaisons entre la course aux armements et Ouais. Si tu veux, il y a une logique qui est un peu comme ça, où tu vas trouver une solution et tu vas être en suprématie jusqu'à ce que quelqu'un trouve le contre, en fait, par rapport à ça, la tactique qui te permet de contrer la tactique la plus efficace. Et Mansour Barnaoui, c'est un des rares qui a vraiment développé ça, parce que en fait, ça fait partie de son développement. Il a beaucoup combattu dans les organisations des pays de l'Est. Il a rencontré plein de gens comme ça, et il a développé progressivement un sol et une façon de voir les choses, de se placer dans la cage qui est en totale réaction par rapport à ça, et qui fonctionne, quoi. Enfin, je veux dire, ce qu'il a fait à... C'était qui déjà le cousin de Khabib, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Ah mince, qui a pris sa retraite, je crois, en plus récemment. Ah ouais? Ouais, il me semble. Ouais. Et je me souviens plus son nom, mais c'est un très bon combattant. Shamil. C'est pas Magomed quelque chose? Oh, c'est terrible. Bon, c'était l'avant-dernier combat qu'il a fait, en fait. C'était pour la finale du tournoi, et ensuite il a pris la ceinture. Et si vous voulez, ce combat, c'est un best-of de tout ce qu'il faut faire contre le style Shamil Zavorov. Shamil Zavorov, voilà. Okay. J'avais dit Shamil. Enfin, c'est vrai. J'avais plus le nom de famille en tête. Bref, très bon combattant d'ailleurs au passage. Et la façon dont il a contré la stratégie de Shamil Zavorov, en plus il y avait Khabib dans le corner de Zavorov, donc c'était assez marrant parce que Khabib le dirigeait vraiment vers cette tactique d'amener contre la cage. Et en fait, c'était super intelligent. À chaque fois qu'il se retrouvait contre la cage, il se poussait, il s'éloignait de la cage pour ensuite placer son sweep. Le fameux sweep qu'il a placé 5 fois. Enfin, c'est le seul combattant au monde qui arrive à placer des sweeps comme ça. Au Dagestanais, ouais. Au Dagestanais, quoi. C'est hallucinant. D'ailleurs, son combat contre Islam Makhachev était marrant parce que tu voyais. Bon, le combat est génial d'ailleurs. C'est un des combats les plus tendus d'Islam Makhachev. Et bon, c'était il y a un petit moment déjà. Mais ce qui est marrant, c'était, tu voyais la surprise dans le regard d'Islam qui disait non, c'est pas normal. Normalement, on n'est pas censé me renverser dans cette position-là. Donc, c'est pour ça, franchement, moi, j'ai envie qu'il vienne parce qu'il arrive au bon moment. C'est le mec qui a le sésame, qui a la technique pour contrer ces gars-là. Mais il faut que ce soit maintenant. Il faut que ce soit maintenant. Il faut absolument que ce soit maintenant. Et d'autant plus que, en plus d'avoir clairement ce joker par rapport à l'arsenal dagestanais, en plus de ça, Mansour Barnaoui, tu sais, quand tu as Georges Saint-Pierre qui ne t'arrête pas d'éloge à propos de tes capacités physiques et de ta manière de t'entraîner et de ton potentiel, j'ai envie de dire, c'est le ticket en or de Charlie la chocolaterie. Tu peux pas faire plus haut en termes d'éloge et de potentiel. Et en plus de ça, c'est vrai qu'on le sait parce que du coup, il a quand même vraiment bien rodé les différents circuits sur Barnaoui, que ce soit effectivement le M1, que ce soit le Road FC en Corée, que ce soit, je crois, le Bama. Il a gagné la ceinture aussi là-bas. Feu le Bama. Mais c'est vrai qu'en plus de ça, il a un striking qui est vraiment létal aussi. En plus, il a un corps qui est vraiment intéressant pour le MMA, tu sais, avec une grosse emphase. Je sais qu'on en parlait souvent, mais avec une grosse emphase sur le haut du corps. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs qui sont très intéressants chez Mansour Barnaoui. Et c'est vrai que je sais pas où ça en est, pour être tout à fait honnête, de l'UFC, parce que je croyais, c'est en cours de négociation. C'était censé être quasiment fait il y a quelques mois, ouais. Ah putain, prions, parce que effectivement, franchement, là, c'est vraiment le moment. En plus, il est encore relativement jeune. Je crois même pas qu'il ait 30 ans. Mais non. Ouais. Donc là, il faut y aller, effectivement. Je crois que c'est... Alors, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Un combat d'entrée. Bon, ce serait pas un cadeau contre Gamrot, parce que justement, de tous les gars qui ont battu Barnaoui, Gamrot, c'est celui qui, à mon avis, l'a battu le plus nettement. Mais Kevin Lee est déjà parti. Le problème, voilà, c'est ça que j'aurais bien aimé contre Kevin Lee. Mais bon, en réalité, si tu creuses un peu, tu vas trouver d'autres combattants. Et cela dit, Polydomso, je pense que je pense qu'on est plus proche d'un Kevin Lee Barnaoui 2 au Eagles FC qu'un Gamrot Barnaoui à l'UFC. Ouais, malheureusement, parce que Gamrot, il est 13e, je crois, 12e. Il a doublé Tsaroukian, ce qui est quand même assez dingue. Ouais. Mais en fait, en réalité, quand tu regardes la catégorie lightweight, j'ai l'impression quand même qu'elle est un peu en trompe-l'œil. C'est parce qu'on a une place 6, 7 et 8, où à mon avis, les mecs 6, 7 et 8, ils sont pas 6, 7 et 8. C'est RDA, Dan Hooker et... je sais plus qui d'autre. Et en réalité, c'est des gens-là qui sont là parce qu'ils Tony Ferguson aussi. Et Tony Ferguson, voilà. Malheureusement. Et je pense qu'ils sont plus à cette place-là en réalité. Et qu'en fait, Tsaroukian, Gamrot et il y en a un autre, à mon avis, devrait être dans cette place-là en fait, très honnêtement. C'est pas Gillespie?
Gillespie, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. À mon Bravo, sens, ces mecs-là bravo. devraient être beaucoup plus, devraient être plus haut en fait dans la Ouais. catégorie. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont un nom, qui ont certaines victoires, c'est un peu comme une traînée, tu vois, et ils sont sur leur lancée. Et tu peux pas tu peux pas les dégager du top 15 comme ça. Ouais. Néanmoins, j'ai l'impression qu'en termes de dynamique, ce qu'on voit, c'est que les gars que je viens de citer, à mon sens, mériteraient d'être un peu plus haut dans la KT. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour Barnaoui, à moins qu'il fasse une entrée à l'UFC tonitruante en explosant un gars, d'aller tout de suite Ouais. décrocher ses noms. En fait. Je pense que ça va être parce qu'il n'est pas connu aux États-Unis, malheureusement. Et bon, ils auront suffisamment d'images d'archives à l'UFC, surtout si Islam devient champion. Je pense que ça Ouais. va être un bon levier de traction parce que c'est quand même un des combats les plus durs d'Islam Makhachev. Ils auront peut-être moyen, tu vois, de le médiatiser, de le rendre un peu plus médiatique. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il va pas pouvoir choper le combat contre Gamrot comme ça C'est ça. Ouais, non. immédiatement. Tu vois, c'est compliqué. Je vous propose qu'on avance un petit peu, messieurs, parce que 10 minutes par combat, on n'est pas couché sinon. Ah oui, pardon. Il y a aussi un choc qui m'intéresse. On va rester dans ces geekeries du MMA. C'est Oliveira Makhachev. Oh là là. Bah effectivement, de toute façon, celui-là, je pense que c'est qu'une question de temps avant qu'on l'ait. Parce que enfin bon, ça dépendra de si Oliveira gagne son titre contre Gaethje. Mais c'est marrant. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde surkiffe Gaethje, mais tout le monde a vraiment envie de le voir ce combat. Et en plus, enfin, ce serait tellement frustrant qu'on ne l'ait pas parce que on a eu, tu sais, c'est un peu le même avec Spider-Man. Peter Ouais, Parker, voilà. ouais. Je pensais à ça, exactement. Tony Ferguson, Khabib, hop, et là tu l'enlèves, tu le remets, et en fait c'est Oliveira Makhachev, et c'est vraiment ça. On en a tellement bavé de ce combat qu'on n'a jamais vu entre Ferguson et Khabib, de est-ce qu'il possédait la clé avec 5 son fois jus. l'UFC a essayé. Non mais 5 fois. c'est entré dans l'histoire. La malédiction, vraiment. Mais là, on a encore une opportunité, et franchement, on est comme dirait Paul Domso, tellement à un fifrelin. Là, vraiment, si Oliveira gagne, on a un truc vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais Rust, est-ce que c'est un petit si? Parce que je me permets de te couper là-dessus. Est-ce que c'est un petit si ou alors on est sur quelque chose de tranquille? Pour Oliveira, Oui. le problème, c'est que tranquille, à moins que tu sois Khabib tranquille et affronter Gaethje, c'est littéralement, tu sais, c'est deux pôles, les mêmes pôles qui se Des aimants, repoussent. ouais. Ouais, voilà, c'est pas possible. Ça n'existe pas un combat facile normalement contre Gaethje. Donc, honnêtement, c'est ce qui serait le plus beau. C'est si jamais Oliveira, là, tu sais, il continue sa transformation, je sais plus comment on appelle ça, sa chrysalide ou je sais plus quoi, en papillon, là, et qu'en gros, il rend le combat facile d'une manière ou d'une autre contre Gaethje. Si jamais il arrive à faire ça, tu sais, il fait entre guillemets ce qu'il a fait contre Dustin Poirier à la fin du combat, mais il le set up encore plus rapidement, il passe dans le dos, il fait une soumission éclair, un truc comme ça. Si jamais il arrive à faire ça et qu'il fait ça à Justin Gaethje, alors là, franchement, honnêtement, on va avoir vraiment quelque chose d'historique. Si jamais ils arrivent à bien le vendre, si jamais Khabib vient et donne son grain de sel en mode ouais, c'est vrai, en plus, Makhachev, il est encore plus fort que moi, il a toujours été, machin. Si le hype de cette manière et que. D'ailleurs, il met Oliveira souvent KO en arrive- sparring. Ouais, putain, t'imagines. Mais du coup, et si jamais ça se fait comme ça, effectivement, c'est le combat en lightweight que j'ai envie de voir. Bon, Polydomso, est-ce qu'il y a un choc, par exemple chez les lourds, que t'aurais envie de voir? Bah non, mais évidemment, bon, c'est parce que moi, parce qu'on est sûr de l'avoir, c'est Ngannou Gann, ça c'est fait. Ouais. Bon bah voilà. Quoi, Oh je bah veux oui. dire, Bah c'est oui. le rêve. Ça pour moi, c'est déjà acquis. Tu vois, Ouais. déjà, c'est bon, tu vois, ça c'est sûr. Donc évidemment, ça c'est vraiment un combat que j'ai envie de voir. Et en fait, j'irais même plus, je préciserais plus. J'ai envie de voir le meilleur de Ngannou contre le meilleur de Gann, quoi. C'est parce que j'ai toujours cette crainte avec cette appréhension avec Ngannou que il envoie voler un peu le game plan et il y aille un peu en mode berserk, et je pense que ce serait dommage, ce serait frustrant. Ouais. Parce que le Ngannou qui a battu Stipe Miocic, franchement, j'ai envie de le voir plus souvent. C'est malheureux qu'il y ait eu cette dispute avec l'UFC, c'est malheureux qu'il y ait eu des problèmes de négociation et tout, parce que on nous prive quand même d'un mec qui est au top, quoi. Et en fait, en réalité, pour ceux qui regardent les sports de combat depuis longtemps, vous savez, vous devenez cynique avec le temps, mais vous savez que c'est cet état de grâce chez les combattants, vous l'avez pas très longtemps, en fait. Même si les gens, ils continuent de dominer. Par exemple, Fedor, il a dominé pendant 10 ans, mais en fait, son état de grâce, il a duré peut-être 3 ans, en réalité. Si on est vraiment sérieux, en regardant combat par combat, contre l'adversité, là où il était vraiment au meilleur, c'est ses combats contre Nogueira et contre Cro Cop, quoi. Et puis ensuite, il y a un petit déclin, tu vois. Et je pense qu'en fait, le sommet, comme ça, où tout est aligné, où tu as la technique, les bons préparateurs, la condition physique optimale et tout, ça dure peut-être 1 ou 2 ans, quoi. Et donc, le fait qu'on nous ait volé
comme ça 6 mois de Ngannou. Qui a déjà 35 ans. Qui a déjà 35 ans, Oh là là, alors ouais. qui vient de tout mettre en place, bah, ça fait chier, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai envie, j'espère qu'il a encore ce feu en lui et qu'il a encore toute cette technique et peut-être même qu'il s'est encore amélioré, on peut rêver, parce que ce serait magnifique qu'il ait ça contre Gann. Et Gann, de son côté, je m'inquiète pas, parce que lui, pour le coup, il a eu l'activité. Et je pense que Gann, on arrive vraiment à pareil, à son optimum Oui, aussi. on est toujours au début, ouais. Je sais pas combien d'heures il a passé dans l'octogone sur les 2 dernières années, mais ça, c'est le meilleur entraînement quand tu passes du temps et que tu fais des rounds. Et je pense qu'il est vraiment pareil, dans la super lancée avec sa confiance et tout. Donc je m'inquiète pas pour Gann. J'ai un peu plus d'inquiétude pour Ngannou parce qu'en fait, j'aimerais que Ngannou soit au top pour qu'on ait le plus beau spectacle, quoi. C'est ça. Mais c'est ça messieurs, au-delà, bien évidemment, on va faire la preview de l'UFC 270 et au-delà de nos préférences, bien évidemment, Ngannou contre Jones ou Gann Ngannou, lequel ou Gann Jones. Franchement, personnellement, je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment au niveau de ce que j'ai envie de voir, c'est pareil. C'est vraiment au même niveau pour moi. Parce que ce sera deux combats tellement différents. Parce que bah, si c'est Gann versus John Jones, ce sera mais vraiment un combat de technicien pur, quoi. Ce sera un combat de peut-être des deux combattants, alors en tout cas en poids lourd, je pense, c'est sûr, qui ont la plus grande intelligence de combat, peut-être de l'histoire de l'UFC, tu vois. Enfin, franchement, ce serait, avec un John Jones en plus, l'histoire qui en ce moment, avec sa montée chez les poids lourds, le fait qu'il se prépare depuis des années, il y a une petite inconnue aussi de ce côté-là, mais on sait ce qu'il a apporté quand il était à son pic aussi chez les light heavyweight, il était intouchable. Ben là, franchement, c'est vraiment un régal absolu pour les fans et peut-être un des combats les plus intéressants où il y a le plus d'inconnus de l'histoire des combats poids lourds. Et puis, je pense que ce serait peut-être le combat le plus technique qu'on ait jamais vu en poids lourd, en tout cas. Et effectivement, bah, Jones contre Ngannou, enfin là, ben, c'est vraiment force brute, force pure, force de la nature contre le pur technicien qui monte en poids lourd et qui n'a jamais été, entre guillemets, officiellement battu. Voilà, ce serait, ce serait rêvé aussi. J'ai pas de préférence. Honnêtement, je ne sais pas. Je sais pas pour vous, je sais pas pour toi, je sais pas pour toi, Guillaume, mais j'ai pas de préférence. Les deux, j'ai trop envie de les voir. Moi, je pense qu'en fait, en réalité, moi, ma préférence va à celui qui gagnera le combat entre Gann Ouais, et c'est Ngannou. ça. C'est simple, Mm. ça va faire le tri parce que si si Gann bat Ngannou, il y a de fortes chances de penser que c'est Gann qui va le battre par technicité en le, en Ouais. le désarmant, si tu veux. Et bon, ce serait une redite. Si John Jones combat, ce serait à peu près la même menace. Donc, ce serait moins intéressant pour moi. Je pense en fait ce qui va vraiment déterminer, c'est celui qui va gagner. Et à ce moment-là, l'enjeu de toute façon sera au top. Et même d'un point de vue technique, sera super intéressant parce que c'est dire soit que Ngannou a désarmé un technicien qui était meilleur que, enfin, plus sophistiqué que lui dans son approche technique, et donc du coup ça annonce de bonnes choses pour sa rencontre face à John Jones, soit si c'est Gann qui a vraiment mystifié Ngannou, bah là on peut se dire justement un combat de geek entre deux maestros, donc c'est ouf aussi. Donc moi je pense qu'on ne peut Oh, pas bouder notre plaisir, si ça se fait on sera content déjà. Enfin, ni l'un ni l'autre. Messieurs, et le dernier. C'est bien évidemment c'est nos combats rêvés mais dans le champ des possibles. Pour moi c'est Khamzat contre Kamaru Usman en 2022 parce qu'aujourd'hui, même si certains pensent que c'est trop tôt, je pense vraiment que c'est le seul qui peut poser de sérieux problèmes, sinon faire tomber Kamaru Usman, Khamzat Chimaev, Polydomso. Est-ce que je m'enflamme un petit peu? ben non, mais moi de toute façon, je pense que des trois, c'est moi qui m'enflamme le plus parce que bon, non mais enfin vraiment Ramzat, alors j'étais moyen chaud au début quand je le voyais au Brave parce que je me disais bon bah de toute façon il y a un écart de difficulté qui fait que peut-être cette capacité justement qu'il a d'exploser ses adversaires, bah, elle sera réduite quand il va rencontrer vraiment de l'opposition de haute valeur. Et en fait non, en fait il continue il y a un truc physiquement qui est étrange en fait, où tu te dis bah non mais en fait c'est quasiment pas juste qu'ils s'affrontent ces gens-là, tu vois. Quand j'ai Mm. regardé contre Li Jingliang, alors certes c'est pas un bon anti-lutteur, c'était un match favorable pour Khamzat, j'en ai conscience, mais c'est quand même un mec qui a de la bouteille, qui a affronté de très bons adversaires, qui est très dur, et là il a été totalement impuissant, et impuissant à un point où c'en est flippant, c'est-à-dire vraiment c'est pas normal de prendre un mec qui est top 10 mondial et de jouer avec comme si c'était un gosse, quoi. C'est pas, c'est surtout dans une des KT où la compétition est la plus relevée.
Ouais. Normalement, j'ai envie de dire, ça ne se fait pas. Un truc comme ça. Et il l'a fait, Ramzat. Donc, moi, j'étais moyen chaud, mais là, franchement, force est de constater que, si, je pense qu'il y a de la hype. Il y a certes de la hype, mais elle est méritée. Elle est réelle. Elle est réelle et j'ai envie de. Non, puis même, je me dis, prenons des risques un petit peu, quoi. Quand tu as un mec comme ça qui a de l'engouement, qui suscite tu vois, de l'attention et tout ça. Franchement, moi, il n'y en a pas trop d'autres qui me font rêver chez les Walter White. Belal Muhammad, j'aime beaucoup, mais à mon avis, il ne me fait pas rêver. Léon Edwards, là, c'est un peu de sa faute à Léon Edwards. Il pourrait, tu vois, créer l'engouement, mais il n'a pas ce truc, tu vois, cette petite étincelle qui fait que tu te dis, ouais, putain, c'est peut-être le mec. Franchement, est-ce que vous imaginez la catégorie Walter White avec Léon Edwards champion, quoi? C'est juste. Et je dis ça et j'adore sa technicité, j'adore le fait que c'est un combattant élite, ça, je reviens pas là-dessus, mais il y a des gens comme ça, c'est injuste, tu sais au fond de toi-même que. Ils seront pas champions, ou s'ils sont champions, ça durera pas. Enfin, c'est malheureux comme ça. Alors que Ramzat, je me dis, putain, il crée quelque chose. Et même s'il se vautre, ce serait marrant. Tu vois, genre qu'il arrive et que finalement ça marche pas et qu'au deuxième round ce soit une catastrophe, ce serait drôle aussi. Tu te diras, putain, là c'est du spectacle, tu vois, genre il y a aussi drôle, ça un peu comme le combat d'Darren Till contre Tyron Woodley. Non, mais moi je trouve, tu vois, toute proportion gardée, ce qu'il fait, c'est plus impressionnant que ce que faisait. Et Darren Till, c'était très impressionnant, ça montait en puissance, mais là, des single legs qui passent comme ça. C'est sûr. Laser, tu te dis non, il y a un truc pas normal, quoi. Non, mais c'est clair. Avec toute l'affection que j'ai pour Darren Till, c'était pour l'instant, je sais pas vraiment. On ne peut que le comparer, j'ai l'impression, à la montée en puissance de McGregor quand il est arrivé à l'UFC. Faudra voir. Il faut pour pouvoir le dire. Après, il y a un truc supersonique aussi avec lui, qui a pas eu avec. C'est pour ça. Dès quasiment son troisième combat, on s'est dit peut-être que c'est possible. C'est pour ça c'est pour ça que en prenant même des pincettes, parce que Adesanya peut-être. Ouais, mais Adesanya, tu vois, il y avait des combats où ça avait été compliqué, tu vois, contre Marvin Vettori, ça avait été compliqué, contre Wilkinson aussi, ouais. Et puis c'était pas des comment dire, tu sais, des trucs où il arrive avec son tracteur et il défriche tout sans s'arrêter, quoi. C'était pas une moissonneuse et des épis de blé, quoi. Là, c'est ça avec Ramzat, c'est compliqué parce que effectivement. Là, je n'ai pas le souvenir, j'ai pas le souvenir là tout de suite de quelqu'un qui est autant annihilé la concurrence en aussi peu de temps et autant de facilité directement. Parce que, comme vous l'avez dit, du coup, Adesanya, il y a eu comment s'appelle-t-il, Vettori. Pour Conor, il y a eu. C'est pas juste parce qu'il s'est pété. Il y a eu Mendes et puis contre Holloway il s'était pété le genou, donc ça a duré 3 rounds, mais c'était quand même, il était très dominant. Mais ouais, il y a. En fait, avant de pouvoir le dire, j'attends le prochain combat de Ramzat parce que s'il refait son tour de magie là contre un gars comme Colby ou contre un gars comme Gilbert Burns, là on pourra le dire sans aucun problème, ça aura été du jamais vu dans l'histoire. Mais on n'est pas loin, quoi. Enfin, là, voilà, il y a un combat de le réussir. Un free-frelin, finalement. Un free-frelin. Un free-frelin. Bien, messieurs, je pense qu'on a fait le tour. J'en cite juste un comme ça pour rire, pour pas qu'on soit que UFC. Moi, il y a un combat que j'attends hors de l'UFC, c'est Mats Burnell contre Edgy Mackey. Oui. Ouh là là, oui. Et parce que moi, je pense que Mats Burnell va en surprendre plus d'un. Et je laisse ça comme ça. Ok. Et reste aller un petit dernier. Je crois qu'il va se faire, je sais plus, mais j'ai envie de voir comment Vadim Nemkov contre Anthony Johnson. Bon, c'est pas voilà, Anthony Johnson, on le connaît, il commence à se faire un petit peu vieux, son dernier combat était difficile. Mais en fait, c'est parce que j'ai Vadim Nemkov, même s'il est un petit peu, il fait attention, il est très précautionneux dans son approche, n'empêche que école de Fedor Emelianenko, donc ça fait toujours plaisir de voir ça. Et avec son frère, oui c'est ça, je crois que c'est son frère. Victor Nemkov. Complètement. Ouais, voilà, Victor Nemkov. Et Vadim Nemkov, franchement, il a été impressionnant jusqu'à maintenant. Et juste, j'ai envie de le voir contre un gars ancien de l'UFC et entre guillemets que tout le monde connaît, simplement parce que s'il gagne et de manière spectaculaire,
ben il y a moyen qu'après on le voit à l'UFC et juste pour ça j'ai envie de le voir parce que franchement ils ont une pépite le Bellator avec Victor Nemkov, je trouve. Vadim. Vadim, pardon. Affaire à suivre, en tout cas, vous le savez, Big Shout out MySweetPea, moins 38% sur MyProtein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Oh wow. Messieurs, on se retrouve très très vite. À la prochaine, bon réveillon à tous. See ya.